Poète en pied, avec Sylvia Baron-Supervielle. Si je bascule sur la corde du chemin, je persévère sur le fil de l'espace. Écrivez-vous, madame, dans votre dernier recueil de poésie, L'eau étrangère, publié aux éditions Corti. Vous voici donc, comme l'albatros, en déséquilibre sur le chemin, mais libre et persévérante dans l'espace. Vous êtes en effet chez vous, dans l'air et le vent, mais exilé sur la terre des hommes. Double exil, Sylvia Baron-Supervielle, celui du changement de continent, celui de la poésie. Vous êtes né en Argentine, d'une mère uruguayenne de descendance espagnole et d'un père argentin de descendance française. En 1961, la France, Paris et le choix d'y rester. Puis, le choix du français comme langue d'écrivain. Ensuite, une œuvre discrète, excessivement discrète, peut-être trop discrète, nous verrons pourquoi, de la poésie, espace de la mer, la distance de sable, lecture du vent, l'eau étrangère, nous voyons donc l'importance des éléments rien que dans vos titres, des textes en prose comme L'or de l'incertitude, La frontière et un texte inclassable qui est un peu le cheminement de votre âme, Nouvelle cantate. Parallèlement, des traductions à la fois du français en espagnol, de Marguerite Yourcenar, et principalement de l'espagnol en français. Citons les traductions que vous avez faites de Borges ou bien par exemple de Roberto Roaros. Nous restons donc aussi avec ces traductions entre deux univers. Alors basculons vers le premier de ces deux univers, celui de votre enfance en Argentine. Quelles sont les images, les lieux, les cieux, les visages qui vous ont particulièrement habité dans cette période d'enfance? Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie qui a été très importante. C'est-à-dire, j'ai perdu ma mère lorsque j'avais 2 ans. Elle était uruguayenne et elle était elle-même exilée parce qu'elle avait épousé mon père qui habitait l'Argentine. Et elle est morte très peu de temps après ma naissance. Et donc, j'ai été élevée par ma grand-mère paternelle, laquelle était fille d'un émigrant français venu du Béarn. Et donc, elle avait une bibliothèque de livres français chez elle. Je pense que cette culture française et cet amour de la France qu'elle avait a été très important pour moi. Et vous parliez en français avec elle? Et elle essayait de me parler en français. On parlait tout de même les 2 langues chez elle. Mais et moi, j'allais à l'école enfin argentine et mon père me parlait l'espagnol. Mais elle essayait de nous parler toujours en français. Mais c'était surtout ces histoires extraordinaires qu'elle avait de son père, de cette émigration, parce que lui avait été un jeune garçon de 14 ans qui avait traversé sur un bateau, et puis le bateau avait fait naufrage, et puis il était arrivé à la nage sur le rivage uruguayen d'abord. J'aimais énormément vivre avec ces histoires, et donc j'allais très souvent la voir pour qu'elle me raconte ces histoires. Donc, j'étais imprégnée par la façon de vivre, par l'esprit, la façon de communiquer, la lumière si éclatante, le climat, l'infini, l'espace. Voilà, Hector Bianchotti, par exemple, dans des articles qu'il a consacrés à votre travail, Sylvia Baron-Supervielle parle de la pampa, enfin de ce que nous autres nous appelons la pampa, que peut-être vous appelez différemment, mais montre que cette espèce d'immensité plate a quand même dû jouer sur votre imaginaire. Oui, il a joué sur le sien et sur le mien. Il est vrai, et c'est un imaginaire que lorsque je l'ai vécu, je savais que je l'aimais, parce que c'était un lieu où on pouvait se perdre et on était complètement libre. Mais je ne savais pas que ce lieu allait revenir avec tant de force jusqu'ici, où je me trouve maintenant, et qui allait comme s'enlacer à cet océan. Je parle toujours, je dis l'espace de la séparation, parce qu'avec cet océan qui sépare les 2 rivages, donc déjà le paysage argentin et la plaine où j'allais passer toutes mes vacances, ainsi qu'en Uruguay, et donc je pense, oui, marqué beaucoup mon enfance, et je m'en suis rendu compte
lorsque je suis arrivée ici. Et la rencontre des cultures dans une ville comme Buenos Aires? Oui, pour moi c'était naturel la rencontre des cultures, il y avait une ouverture absolue. Nous lisions des auteurs américains, des auteurs italiens, des auteurs français spécialement chez moi. Mais je me souviens, bien avant mon arrivée ici, pour moi, Beckett et Ionesco, tout ça, c'était euh, quelque chose de très connu parce que les Argentins étaient très ouverts à tout ce qui était avant-garde. Et j'étais parfois frappée en arrivant en France que les gens parfois connaissaient pas si bien les choses que naturellement moi je connaissais parce que l'Argentine, il est vrai, Buenos Aires est une ville très cosmopolite et très ouverte à tous les pays. Et vous avez quand même un grand poète parmi vos ancêtres. Oui, Jules Supervielle était un demi-frère de ma grand-mère et il était né, lui, en Uruguay, mais il a fait toutes ses études en France et il a écrit tout de suite en français. Et il est vrai que ma famille, et surtout ma grand-mère, qui était donc sa demi-sœur, mais qu'il aimait beaucoup, ils étaient des vrais sœurs et frères. Parce que curieusement, le père et la mère de Jules Supervielle étaient frères et sœurs du père et de la mère de ma grand-mère. C'est un peu compliqué. Mais comme il a perdu ses parents lors d'un voyage alors qu'il était bébé et qu'il faisait son premier voyage, il est né en Uruguay, il faisait ses premiers voyages en France, ses parents sont morts en buvant de l'eau à Marseille, de l'eau contaminée paraît-il. Et donc tout de suite après, il est revenu, il a été élevé par son oncle et sa tante, parents de ma grand-mère. Donc, mais moi je l'ai peu connu parce que lorsque je suis née, il habitait déjà en France. Je l'ai vu lors d'un de ses voyages. Et puis après, en 61, lorsque je suis arrivée, il était déjà mort. Oui, Donc, mais vous portez son nom, donc c'est quand même un poids assez lourd, puisque quand on parle de vous, vous le savez, quand on parle de vous, on pense tout de suite oui, à Jules Supervielle. Et vous auriez pu supprimer le nom, or vous l'avez gardé. oui, je Donc l'ai est-ce que gardé. c'est parce que vous avez une relation particulière à cette œuvre? Non, pas du tout. Je l'ai gardé parce que, bon, j'ai un nom double du côté de la mère, de ma mère, qui s'appelait Garcia Rosena. Et ce nom double, Baron Supervielle, existait déjà. Mon père s'appelait comme ça. Il avait réuni les deux noms. Et donc, comme je m'appelais comme ça, je me souviens la première fois que j'ai publié justement aux Lettres Nouvelles, et j'ai montré à Maurice Nadeau mes poèmes et il m'a dit, et je lui ai dit qu'est-ce que je vais faire avec mon nom. Je n'aime pas Sylvia Baron. Et alors il m'a dit, mais si c'est votre nom, il faut le garder. Je savais très bien que ça pouvait me causer quelques problèmes, mais je suis allée de l'avant et je me porte bien comme ça parce que c'est vraiment mon nom. Oui, puis disons que dans un premier temps, ça brouille l'image. Quand on vous lit, à ce moment-là, on découvre tout à fait autre chose, parce qu'il n'y a aucune commune mesure entre le rythme de Jules Supervielle et puis cette chose extrêmement dense, très très resserrée, presque à la japonaise, nous verrons cela tout à l'heure, que vous avez fabriqué, que vous avez fait dans votre poésie. Alors, lorsque vous étiez adolescente, jeune fille, vous faisiez déjà des va-et-vient entre l'Amérique du Sud et l'Europe? J'ai fait mon premier voyage vers 17 ans. Mon père nous avait envoyés pour faire un voyage un peu culturel, suivre des cours au Louvre, etc. J'ai fait un voyage de 3 mois. Bien sûr, j'étais très frappée par Paris. Paris est une ville très frappante pour quelqu'un de jeune et puis aussi quelqu'un de moins jeune. Je veux dire, vraiment, on se demande qui l'a construit, quel est l'esprit qui animait cette ville que l'on voit, ces rues, ces magasins, ces monuments. Je veux dire, c'était vraiment quelque chose d'important lorsque j'ai connu Paris. Et alors, à Buenos Aires, c'était bien parce que tout le monde aimait Paris. Alors donc, il y avait des gens venus de diverses parties du monde, d'Italie, d'Irlande, de tous les pays, et aussi de descendance espagnole, bien sûr, mais tout le monde aimait Paris et tout le monde parlait français. Disons que ma famille était comme parfaitement insérée là-dedans parce que les gens parlaient français, les gens aimaient la France et les gens adoraient Paris. Alors bon, j'avais déjà cette charge d'amour de Paris sans le connaître et quand je l'ai connu, j'ai eu encore un coup de foudre plus grand. Donc je suis venue, je pense que j'ai fait 2 voyages avant de m'installer.
Et vous saviez donc, lors du voyage de 1961, que vous alliez rester? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis venue, c'était un voyage de plus de 3 mois. Et puis, donc, j'ai plus ou moins terminé mon périple. J'ai fait un voyage un petit peu de tous les côtés. Et puis, je suis revenue à Paris et je devais partir 15 ou 20 jours après. Et c'était le mois de septembre, octobre, ici. Et puis, tout d'un coup, j'ai voulu euh, rester, travailler un petit peu. Et j'ai demandé autour de moi, et j'ai eu de la chance. Il y avait à ce moment-là la Biennale de Paris au musée d'art moderne de la ville. Et donc, ils avaient besoin de quelqu'un pour vendre des livres d'art. C'était la librairie La Une qui, à ce moment-là, avait un stand de livres d'art dans cette biennale. Et j'ai eu la chance, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit, mais est-ce que vous voulez venir? Ça dure 1 mois et demi. Ça, c'était mon point de départ parce que ensuite, les travaux se sont enchaînés. Et à mesure qu'ils s'enchaînaient, ils m'enchaînaient. Et à mesure qu'ils m'enchaînaient, chaque fois, c'est devenu plus difficile de repartir. Donc ça, ce sont des circonstances extérieures, mais Oui, ça correspondait probablement à quelque chose de plus profond en vous. oui. Oui, parce que vous aviez déjà fait le choix de la culture française, de par votre formation. Non, vous n'en savez Je rien? pense que vraiment, je n'ai jamais fait un choix. Je pense que je me découvrais. Euh, je pense que peu à peu, les choses... euh, je ressentais une immense liberté. Je travaillais, donc j'étais complètement libre, indépendante. Je n'appartenais plus à aucun milieu, à aucun groupe, même à un groupe amical avec des amis, je veux dire. Je n'appartenais plus à rien et cela m'a énormément plu. J'ai aimé cette espèce d'anonymat, j'ai voulu le garder. Je suis restée très longtemps dans cette espèce d'anonymat et de solitude. Et j'étais très attirée par ça. Et alors donc, moi j'avais commencé à écrire en Argentine, en espagnol, sur un cahier poèmes, nouvelles, dont j'avais publié quelque chose, quelques poèmes dans une revue. Mais je ne prenais pas beaucoup ce travail au sérieux. Ça faisait partie pour moi la même chose que les lectures, que les voyages, que, que les choses que j'aimais. Et pour moi, écrire, c'était la même chose. C'était aussi comme une consolation de la vie, de peut-être la solitude. Et donc, lorsque je suis revenue ici, je me souviens que j'ai repensé tout de suite à l'écriture et que j'ai gardé, je n'ai plus touché un cahier, je n'ai plus voulu m'exercer à ce jeu parce que j'ai senti que c'était maintenant sérieux et que dans cette vie anonyme et solitaire que je menais, et dure aussi, difficile parce que j'ai travaillé tout le temps, et que cela allait me mener peut-être quelque part. Et c'est arrivé un petit peu plus tard, le changement de langue. C'est arrivé un C'est-à-dire, jour. oui, au bout de combien de temps Au l'installation en bout France? de combien de temps? C'est peut-être 5 ou 6 ans après mon Hmm. arrivée en France. Et à nouveau, ça n'a pas été un choix, c'est un Non, processus ça n'a naturel. pas été un choix et tout simplement, c'est parce que j'y pensais aujourd'hui, c'est qu'il y a certaines personnes et certaines personnes que j'ai rencontrées, des artistes, des écrivains, lesquels voulaient me lire. Et moi, j'écrivais en espagnol et ils ne connaissaient pas la langue. Et alors donc, je me suis dit, je vais essayer d'écrire en français. J'avais amélioré un petit peu mon français, bien que l'écriture, vraiment, ce n'était pas ça. Je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, la syntaxe était vraiment un désastre. Je n'avais jamais fait des études en français, donc c'était la langue que je parlais un petit peu comme ça chez moi avec ma grand-mère, mais c'était très restreint comme connaissance de la langue. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Mais donc, comme ses amis voulaient savoir ce que j'écrivais, ils étaient un petit peu intrigués parce que moi je disais que j'aimais ça. Je me suis dit, je vais écrire une série de poèmes en français. Et alors, lorsque j'ai commencé à écrire en français, je me suis dit, c'est ça. Pourquoi c'est ça? Parce que tout d'un coup, il y avait un éloignement entre la langue et moi, un espace, une pauvreté qui disait exactement ce que moi je voulais dire.
c'était comme un miracle. Ce n'était pas que je ne savais pas écrire le français, ce n'était pas que j'étais mal avec ça, c'était que cette distance où j'étais par rapport à la langue, d'abord donner une forme à ces textes brefs que j'ai commencé à écrire, parce que je m'éloignais de tous les rythmes de la langue espagnole et d'une écriture plus longue, même en poésie, et donc peut-être un petit peu par peur aussi de la langue française que je connaissais mal. Mais en même temps, je sentais que c'était peut-être de la peur, mais en même temps, je me rendais compte que c'était cette distance que je voulais, que c'était cette écriture que je voulais, pas cette langue, cette écriture, et que c'était là que j'allais être, et que j'avais trouvé tout, que j'étais revenue à la vie, que c'était mon pays. Et maintenant, quand vous relisez vos textes en espagnol, quel est votre jugement? Je trouve que c'était des textes écrits par quelqu'un d'autre et très basés sur la facilité de la langue, que la langue m'avait menée. Vous avez eu besoin vraiment de cet écran, de cette difficulté. Oui. Il y a des audaces dans votre langue, Sylvia Baron-Supervielle. Je ne dis pas que vous pratiquez l'obscurité, ce n'est pas du tout cela. Ce que vous écrivez est clair, mais il y a des audaces syntaxiques, il y a des rencontres sonores assez curieuses. Elles vous viennent naturellement ou elles sont le fruit d'un très long travail? Je pense que ces audaces dont vous parlez correspondent également à que j'ai un très grand souci, et ça c'est aussi autre chose qui me vient, qui m'est dictée, mais qui est très impérieuse, le souci d'un certain dessin sur la page, et ce qui fait que je déplace des mots, au lieu de les laisser, disons, que le vers, que la phrase se termine, je parle des poèmes, et se prolonge de façon à pouvoir le lire facilement. Moi, je le coupe et je le ramène, disons, vers la marge du poème, parce que je veux que le poème suive une ligne que je décide. Et il est inutile pour moi d'essayer de me sortir de ça. Je ne peux pas. Ça fait partie de l'ensemble de la création. Et surtout, ça fait partie du silence que je veux créer sur la page. Alors, pour revenir à ce que vous me dites, ce n'est pas tellement voulu. Disons, c'est en obéissant à cet autre, disons, désir d'une certaine ordonnance précise que je recherche, ça crée des contrepoints. Et comme je pense que c'est bien, ces contrepoints, ces contretemps, et je laisse comme ça. Nous vous écoutons des extraits de Lecture du vent. Tout s'en va, même l'absence. Aucune fleur ou pensée qui ne soit dans le vide. Peut-être hors de là, de soi, du soir, de ceci, dans l'envers du papier qui garde les reliefs, contre les yeux serrés sans relique ni mémoire, dans le noir étranger d'une chambre passagère, par la route détournée, la lumière extérieure à la couleur de la mort, en sortant des arbres, dans le battement sourd des éclairs bâillonnés, il existe un coin sauf, où ni l'eau ni l'air acharné ne changent en cendre le feu. Même si l'hiver enraye la narration de l'eau, et quand l'été souligne l'ombre lente amarrée aux rochers sur le sable, par mer et air et corps à corps en amour désarmé, le mot mûr est la main qui conserve le courant, même les rayures du vent posées sur la pancarte fluctuante, et la rature qui prolonge l'étendue sur la distance couchée, ici ou soit ou l'autre rive, tout est ailleurs et n'est qu'ailleurs infaillible foyer.
maintenant, alors vous avez choisi, Sylvia Baron-Supervielle, la chanson de Microcosmos, dont la musique a été composée par Bruno Coulet. Sylvia Baron-Supervielle, nous allons surtout nous appuyer sur vos deux derniers recueils, Lecture du vent, dont nous avons entendu un extrait, et L'eau étrangère, l'un et l'autre publiés aux éditions José Corti. Alors, ce qui frappe tout de suite au premier abord, effectivement, dans ces deux recueils, c'est d'abord la forme que vous donnez à vos textes, très souvent des textes très courts. Ce qui frappe également, c'est l'appel aux éléments, l'eau, le vent, le sable. C'est aussi une aspiration au silence et au vide, silence et vide qui se trouvent dans la graphie parfois et qui se trouvent aussi dans l'esprit du texte. Et c'est une autre caractéristique qui m'a frappé, c'est la relation qu'il peut y avoir entre votre regard sur le cosmos et sur la nature et l'appel de la parole et l'appel des mots, comme s'il y avait en quelque sorte mariage dès le départ entre la langue et les éléments. Oui, je pense que on choisit un petit peu ces éléments parce qu'ils peuvent exprimer quelque chose qui est en vous. La langue et ses éléments, parce que ces éléments, bien sûr, rendent la langue transparente. Ces éléments dont je parle très souvent, le vent, la mer, là c'est l'espace et l'océan. Et donc ces mots rendent la langue transparente et je recherche cette transparence, j'en ai besoin. Je pense que j'aime dans ces textes rester un petit peu en deçà de ce qu'il y a à dire. Et je pense que c'est cette transparence qui ressemble le plus à ce que je voudrais transmettre. Et je m'éloigne de tous les mots trop forts, trop définitifs. J'aime rester un petit peu suspendue. Je dois dire que je ne sais pas si j'écris de la poésie. J'écris dans cette forme parce que je trouve que je retrouve mon visage, quelque chose qui me ressemble dans cette forme, mais parfois je me trouve un peu différente dans les textes et aussi dans l'attitude de ce qu'on peut appeler les poètes ou la poésie. Et j'aime le dire parce que je ne trouve pas qu'il y a une différence essentielle entre la prose et la poésie. J'aime parler de texte parce qu'en fait, on choisit selon ce qu'on a à dire, selon le trop-plein qu'on a.
selon ce qui semblerait va mieux exprimer ce que l'on ressent. Donc, Alors, qu'est-ce qui vous séparerait des autres poètes, si vous vous sentez différente? ne pas tellement formuler, disons, le fait... Oui, il n'y a pas je d'art ne poétique. voudrais pas officialiser. Le statut de poète, oui. Oui. Oui, ça vous agace, bon, mettons les pieds dans le plat, ça vous agace tous ces gens qui arborent Oui. le je suis Oui, poète, je suis beaucoup. poète, es-tu poète, oui. Terriblement. Donc voilà. Donc, Comme si la poésie et le poète étaient quelque chose d'un genre supérieur. c'est agaçant de le dire, mais c'est un genre supérieur, puisque l'objet de la poésie est quand même d'aller dire l'essentiel. Donc peut-être qu'il ne faut pas le dire, mais votre démarche n'est pas une démarche anecdotique. Vous allez au contraire au cœur même de la matière et au cœur même de la conscience. Par conséquent, votre ambition elle-même est d'aller au cœur des choses. Donc elle est élevée, cette ambition. Oui, mais je pense qu'il y a certains écrivains qui manient les deux et qu'on ne peut pas très bien dire s'ils sont poètes ou pas. Par exemple, comme ça, je pense à Borges, par exemple. C'est un écrivain Que vous avez traduit. que j'ai traduit. Il a écrit la moitié de son œuvre est une œuvre poétique et l'autre est une œuvre en prose. Et parfois, il a beaucoup de recueils où il mélange les deux genres. Il écrit des textes et à côté des poèmes, un texte, un poème, un texte, un poème. Et d'ailleurs, si on voit ses œuvres complètes, tout est comme ça, plus ou moins. Bon, quand on veut le nommer, on ne sait pas très bien le nommer. Et c'est ça, c'est cette espèce. Il a joué sur toutes les cordes. Il a même écrit ce qu'on appelle des tangos, des milongas, surtout en Argentine, c'est-à-dire de la musique populaire qu'il a comme retraduit, recopié génialement. Et bon, ce n'est pas que j'ai l'ambition de ressembler à lui, mais je veux dire que la poésie en général, bon, il y a des métaphores, il y a des temps forts, il y a une forme. Et je pense que mes poèmes sont peut-être un petit peu différents, qui ne répondent pas aux choses que les gens attendent lorsque ils lisent un livre de poèmes. Je dis la majorité. Non. Bon, donc on ne vous enfermera dans aucune boîte, rassurez-vous. je vois vos poèmes, Sylvia Baron-Supervielle, comme des contemplations. Oui, oui, voilà. Il y a donc une image. Oui, et ça ressemble énormément à ce que je fais. Voilà, une image intérieure. Oui. Et ensuite le mot qui va essayer de traduire cette image. Voilà, je vous dirais presque que moi, j'aime montrer. Et c'est tout. Voilà, et parfois simplement juxtaposer sans rien expliquer. Voilà. Vraiment, le lecteur doit, bon, donner beaucoup et recevoir, si je peux, non, bien sûr, lui donner à recevoir. Mais j'aime dire comme ça presque rien, parce que je trouve que si cela se produit, peut-être la force de ce qu'on voulait dire, la force de ce que chaque être humain a, contient, enfermé, qui ne peut pas se libérer, peut alors se libérer un tout petit peu, plus qu'avec les mots et une composition plus resserrée. Mais enfin, cette composition, je la fais peut-être aussi à travers la prose. Vous savez, on change aussi d'opinion. La forme varie un peu, mais relativement peu chez vous, dans la mesure où il s'agit toujours de textes relativement courts, mais parfois certains sont un petit peu plus longs que d'autres. En vous lisant, j'ai bien sûr été frappé par une sorte d'analogie que l'on pourrait établir entre ce que vous écrivez et une certaine poésie extrême-orientale, et notamment le haïku. Je ne sais pas du tout, vous allez me répondre tout de suite, si c'est une analogie en quelque sorte qui s'est faite presque par hasard, ou si la rencontre avec la poésie japonaise, par exemple, a été déterminante chez vous. Non, j'aime beaucoup les haïkus, mais ils sont mystérieux un petit peu pour moi.
et répondent également aussi à des rythmes À des normes très et à des précises, normes oui. très Ce précises. qui n'est pas du tout votre cas. Donc Non, c'était plutôt sur le principe de la juxtaposition de différents éléments qu'on n'a pas l'habitude de trouver ensemble. Plutôt que de fabriquer une image, disons, vous êtes là pour juxtaposer des éléments. peut-être. Ouais. Voilà, mais vous dites peut-être, ça veut dire que ça n'est pas une influence consciente ni voulue. Non. Non, je ne crois pas que les haïkus m'aient laissé une trace. J'aime beaucoup, j'aime l'esprit qui entoure et tout cet espace autour. Mais non, la taille des poèmes et les éléments sont venus par nécessité de cette façon-là. Et déjà, dans un livre de poèmes, les poèmes brefs sont faits un petit peu différemment que les poèmes plus longs. Déjà, on pourrait déjà, par exemple, établir cette différence. Si on voulait établir des différences en littérature. Et c'est un autre souffle, une autre recherche de mots pour que le poème, disons, tienne jusqu'au bout. Donc je les compose d'une façon un petit peu différente, les poèmes longs et les poèmes Vous avez courts. joué d'ailleurs dans le recueil Lecture du vent, justement, vous jouez sur le rythme et vous avez joué même sur la composition de ces rythmes, dans la mesure où vous avez commencé par des textes très courts, puis les textes se sont allongés, puis ensuite ils se sont raccourcis et à la fin du recueil, on trouve la taille très courte du début. Et d'ailleurs, vous les avez numérotés avec des chiffres chinois, un petit clin d'œil justement, 1, 2, 3, alors là ils grandissent, 2, 1, et à la fin, on se retrouve comme au début, hein, dans un mouvement circulaire. Voilà. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont aperçus de ce mouvement. Oui, il est tellement difficile de composer un livre et puis euh, tout d'un coup, c'est vrai, on voit la taille des poèmes et on voit les courts qui s'allongent un petit peu plus et puis les longs. J'ai eu cette idée monter comme dans une pyramide et de redescendre. Et donc j'ai composé ce livre comme ça, mais c'est le seul que j'ai composé comme ça, l'autre n'est pas composé comme ça. C'était une façon de visuel également, de faire monter comme ça le lecteur, comme si c'était sur une échelle, qu'on monte, on grimpe vers le ciel et après on redescend. Un petit peu, c'est aussi le mouvement de la vie. Et j'ai mis ces chiffres justement comme ça, je pouvais monter, redescendre, et qu'on voyait comme les marches. Je trouve qu'il y a une densité extraordinaire dans les cours. Je préfère vos cours. Par exemple, celui-ci. La vibration me retient à la surface d'une note disparue. Je trouve qu'il y a un mystère extraordinaire qui se dégage de ces quelques mots. Hein. Très grande sobriété, là. Aucune recherche d'effets de style, de mots rares, de sonorités étonnantes. Hein. Ça joue juste sur justement, sur la rencontre. C'est le fruit d'un long travail. Oui. Très, très, parfois, il y a un poème qui arrive comme ça, parfait, tout seul. Mais en général, c'est le fruit de beaucoup de travail et d'effacer, corriger, revenir dessus et de trouver exactement ce qui peut donner justement, ça me fait plaisir, cette sensation dont vous parlez, qui n'affirme pas complètement, mais qui laisse, disons, justement la vibration se répandre dans l'atmosphère et peut-être répondre aussi quelque chose au lecteur. Vous savez, lorsque on lit un livre de poèmes, on lit beaucoup aussi entre les pages, entre les mots. La plupart des choses sont inscrites entre les mots, pour moi. Vous demandez une participation à votre lecteur, vous demandez aussi une grande disponibilité. Parce qu'il faut entrer justement dans cet espace blanc qu'il peut y avoir entre les mots. Si on n'est pas intérieurement prêt, si on a l'esprit agité par d'autres choses ou par des passions, des désirs, on a du mal à rentrer Ou même dans vos textes. la vie trépidante Oui, d'aujourd'hui. oui. Il y a donc une sorte d'ascèse de la part du lecteur. Oui. Enfin, il faudrait que l'écrivain puisse, disons, provoquer cette ascèse chez le lecteur, le mener.
Oui, c'est-à-dire que dans ce silence. oui, que l'étincelle des mots lui Oui. donne la disponibilité intérieure Oui. pour recevoir ce que vous avez Oui, à dire. il faudrait. On Ce re- n'est pas la faute du lecteur, c'est la faute de l'auteur. Je n'arrive pas jusque-là. Vous êtes généreuse. Alors, on retrouve l'eau dans le titre du dernier recueil, l'eau étrangère, cette eau omniprésente. Alors, deux images qui sont peut-être superficielles, mais effectivement, le fait que vous soyez séparés par un immense océan de la terre de votre naissance, de votre terre d'origine, joue peut-être dans cette obsession de l'eau. Et puis là où nous sommes à Paris, dans l'île Saint-Louis, et vous m'avez dit que vous avez toujours vécu dans cette île à l'intérieur de la grande ville, de votre fenêtre où vous écrivez, donc vous êtes là depuis des années et des années, vous voyez la Seine qui coule. Alors est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que cette omniprésence de l'eau prendrait sa source dans ces deux raisons? L'eau, moi j'ai toujours aimé l'eau, c'est la vie sur la terre. Et la mer également, c'est comme un écho de nous-mêmes. Le fait de la séparation, il y a un fleuve aussi qui déjà là-bas séparait deux pays, l'Uruguay qui était le pays de la mer et l'Argentine. Et ce grand fleuve, le Rio de la Plata, je trouve qu'il ressemble à la Seine, il a la même couleur, un peu vert-brun. Le Rio de la Plata étant plus brun, le fleuve plus vert, et la Seine plus verte. Mais, euh, mais l'eau vous fait partir. L'eau est un élément qui vous emporte. Et c'est ça qui est merveilleux. Je travaille là à côté de ce fleuve et je pars tout droit d'ici à l'océan, de l'océan à l'autre fleuve. Et j'arrive très très loin en regardant la Seine de ma fenêtre. J'aime beaucoup l'eau et j'aime aussi que l'eau soit dans mes mots parce que c'est une façon que les mots courent aussi. L'eau et le Se ciel. mélangent. L'eau et le ciel. L'eau et le ciel. Oui. Et le ciel qui se reflète dans l'eau. Oui, c'est-à-dire le mouvement. Oui, l'espace, je crois que ça vient qui est le ciel, ça vient de la plaine, de là-bas, parce que vraiment, on avait l'impression que le ciel se collait à la terre. Je veux dire, c'était tellement illimité que le ciel était posé sur la terre et que au moment du crépuscule, c'était fabuleux parce que la terre devenait rouge, rose. Et lorsqu'il y avait des orages, on ne savait pas si l'orage tombait du haut ou s'il était euh, dans la terre même. Enfin, le ciel était très très mêlé à la terre en Argentine à cause de cette solitude énorme de ce pays. Et vraiment, j'ai passé toutes mes vacances là-bas. Alors donc, je crois que c'est ça, parce que sinon, je ne vois pas très bien. Puis en plus, en ajoutant l'espace qui sépare les deux continents, je pense que cet amour de l'espace et du ciel me vient de là. Et puis c'est peut-être un peu le lieu par où on peut se sauver, par où on peut s'échapper. Un extrait de Lecture du vent. Si nulle couleur ne ranime à l'horizon sa direction, et aucune voie, aucun tunnel ne mène, et nulle bouche ne rêve, ni mot ne reconnaît, et pas un signe, pas un fanal ne l'appelle, ni contour ne guette son relief dilué, et on laissait sur les joues jouer ses larmes aveugles, sans entrevoir ou entraver, ni en cœur par cœur ravir son hymne caché, omniprésent. Si elle savait muette mourir comme un véhicule se termine lorsque manque le passager, alors peut-être la parole finirait par ouvrir le vent dans la gare abandonnée, par faire siffler le rail à travers le désert.
Sylvia Baron-Supervielle, il y a vos recueils de textes poétiques, on le met entre guillemets, on vous a bien entendu, et il y a des textes qui sont en prose dans la mesure où il y a quand même un récit et quelque chose de beaucoup plus linéaire que dans les textes dits poétiques. Ces récits s'appuient parfois sur l'histoire. Comment organisez-vous votre travail entre ce qui est de l'ordre de ces textes avec une trame narrative et au contraire de ces espèces de petits tableaux très resserrés que sont vos poèmes? Oui, au bout d'un certain temps d'écrire des poèmes, j'ai voulu, toujours avec beaucoup de crainte, sur mes possibilités avec la langue française, et j'ai voulu m'essayer à écrire de la prose. Aussi peut-être j'en avais besoin. On a besoin aussi de se laisser partir et courir sur les feuilles. Et donc je me suis essayée à écrire un livre en prose. Je crois que le premier que j'ai écrit, c'était L'Or de l'incertitude. Et Vous appuyant donc sur une narration précise. je me suis appuyée sur le récit Oui. d'un navigateur, Antonio Pigafetta, parce que j'ai beaucoup aimé ce jeune navigateur qui maniait aussi plusieurs langues. Il était italien et aussi il connaissait un dialecte. Et donc, il s'est intéressé aussi au dialecte qu'ils ont trouvé là-bas des Indiens patagons en Patagonie. Et donc, tout, tout ce récit d'Antonio Pigafetta, je l'avais beaucoup aimé. Et donc, j'ai voulu insérer ce récit au milieu de souvenirs personnels et mélanger à ces souvenirs personnels, comme pour tracer ce qu'on appelle un récit de voyage. Bien que, à mon avis, le récit de Antonio Pigafetta est beaucoup plus que ça. Et un récit sur un retour au passé et sur un autre voyage, un voyage imaginaire. Donc j'ai voulu disons, créer comme une espèce de contrepoint entre le récit de Pigafetta et mon propre récit. Voilà. Avec l'importance de la nomination. Oui, j'ai découvert une autre façon de partir en voyage. C'est très curieux comme lorsqu'on écrit en prose, le geste et la plume vous conduisent beaucoup plus. On est moins immobile que lorsqu'on écrit des textes brefs comme les poèmes. Vraiment, là, on se laisse complètement partir, comme sur un cheval au galop, et on se donne toute la liberté, quitte à corriger, à reprendre, bien sûr, après. Mais c'est ça qui est différent pour moi. Ce côté, comme vous disiez, de contemplation, de silence et de recueillement, lequel, je pense, est nécessaire aussi pour la prose, mais qui est absolument nécessaire pour les poèmes. Et ce côté libre de tout, des bruits, des parfums, des sensations, qu'on peut, disons, se donner le plaisir de se laisser aller avec la prose. Et de se laisser un petit peu gouverner par la plume et de s'amuser aussi. Avec La Frontière, publié en 1995, nous sommes à nouveau, mais on pourrait dire cela presque de tous vos textes, à cheval entre le réel et l'imaginaire. Oui. Je n'ai pas moi-même la sensation où se termine une chose et où commence l'autre. Je ne l'ai pas dans la vie et je ne l'ai pas non plus en écrivant. Donc, je crois que c'est vrai, dans mes textes, les deux choses se mélangent. Mais je sais que pour moi, lorsque vraiment je l'écris en forme de prose, je crois que l'histoire se trouve dans la langue même et ses rythmes. Et que c'est là où moi je suis et c'est là où j'aime
évoluer, où j'aime. Et le livre La Frontière, justement, parle d'un danseur, parce que j'ai toujours eu cette impression de danser. Et puis j'ai aimé beaucoup l'idée de la danse, le dessin dans l'espace, qui est aussi très près de moi. Et donc j'ai voulu tout simplement faire passer un jeune garçon sur une plage et le faire danser. Et puis avoir le plaisir de le voir moi-même évoluer et vouloir s'envoler. Et puis une femme qui le regarde de l'autre côté, qui elle est immobile, pour créer une espèce de contrepoint. Mais il n'y a pas d'anecdote, bien sûr. Mais je pense qu'il y a beaucoup de livres qui contiennent une anecdote, mais où l'auteur n'est pas tellement dans cette anecdote, qu'il est bien obligé peut-être de l'inventer, cette anecdote, mais que l'auteur est ailleurs. Et dans mes livres, je préfère ne pas trop l'inventer, sinon carrément dire je suis là, non, hors de l'anecdote, bien que parfois je me serve aussi d'elle parce que ça tombe bien ou parce que je m'amuse à le faire. Mais si je le pouvais, si j'osais, j'écrirais un livre, un long livre en prose sans aucune anecdote et qu'avec des passages, peut-être avec un fil ou pas de fil non plus. Parce que les fils conducteurs, il faut se méfier aussi. Parfois, enfin, ce n'est pas ce que j'aime non plus le plus. Moi, j'aime bien couper les fils conducteurs. Que le fil conducteur passe ailleurs, en silence, et que ce soit le lecteur qui fasse, qui rallie le livre. Vous parliez du plaisir. C'est important pour vous que vous éprouviez du plaisir quand vous êtes en train d'écrire. Je pense que j'ai un plaisir, disons, plus avec la langue et avec les mots, disons presque peut-être un peu plus sensuel. C'est vrai lorsque j'écris de la prose. Et que avec les poèmes, c'est toujours plus douloureux. Et c'est un bonheur parfois, les poèmes. C'est Oui, différent. peut-être parce que justement vous vous laissez plus aller dans la prose. Oui. Vous êtes prête à vous abandonner plus. Oui. Hein, tandis que dans la poésie, il y a cette ambition élevée et réussie de resserrer le texte au maximum. Alors vous vous contraignez peut-être un peu, Oui. vous êtes plus à l'étroit devant le flot des mots. Alors il y a un texte de vous qui est assez étonnant, qui est vraiment inclassable, et puis en l'ouvrant, comme il n'y a presque aucune explication, on se demande exactement de quoi il s'agit. Nouvelle cantate. Donc au point de départ, c'est votre lecture de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et puis, vous avez fait des extraits de vos lectures et vous avez recomposé ces extraits dans un ordre qui n'est pas forcément celui du texte sacré. Mais quel a été, en dehors de cette recomposition, quel a été votre apport? Est-ce qu'il y a des passages que vous avez un peu réécrits? Non, je n'ai pas voulu vraiment réécrire les passages, mais simplement la disposition, le découpage des textes. J'ai suivi exactement, bon, chronologiquement, et les textes tels l'Ancien et le Nouveau Testament, comme ça vient, sauf qu'il y a certaines choses que je n'ai pas mises. Mais j'ai suivi et j'ai écrit exactement en respectant les textes de la Bible. Mais les découpages, là oui, il y a une sorte de message et parfois aussi les textes que je transforme, je les mets en italique et je les découpe comme des petits poèmes, comme j'aime faire avec mes propres poèmes, pour créer un rythme et surtout pour souligner l'étrangeté de ce livre. Voilà ce que je voulais souligner, l'étrangeté si fascinante de ce livre et si attirante de ce livre, au point que l'on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui nous attire? J'étais toujours attirée et je voulais savoir pourquoi. Est-ce que c'était le message divin de ce livre? Est-ce que c'était parce que je croyais en Dieu et que parce que j'ai été élevée donc dans cette religion chrétienne et donc j'ai voulu avec ce livre faire un peu le point
essayé de revenir aussi à mes jeunes années, à ce que j'avais reçu. Et j'ai bien trouvé là-dedans un message divin. Mais le message divin était, à mon avis, plus dans la façon dont ce livre a été conçu, écrit, parce que même le Nouveau Testament, cette même histoire écrite par 4 personnes différentes, c'est tellement fascinant parce que c'est vraiment comme un écrivain qui écrirait 4 versions différentes de la même chose. Et voilà ce que j'ai voulu souligner. C'est-à-dire qu'en remalaxant les textes sacrés, vous leur donnez une couleur nouvelle. On est surpris, même quand on les connaît, le fait effectivement du passage des romaines et des italiques et le fait de juxtaposition parfois un peu étonnante fait qu'on a l'impression de découvrir un texte même si on le connaît depuis longtemps. C'était peut-être cela aussi un de nos objectifs. Oui. Oui, de nous permettre de pénétrer dans ce texte. De le connaître d'une autre façon, de la façon dont moi je voulais vous le montrer. Qui nous surprennent plus, alors que souvent on a peut-être l'habitude de le lire. Toujours avec l'idée d'une connaissance, d'une information. Oui. Et donc là, vous tracez un pont entre la littérature et le texte sacré. Voilà. En tirant un peu la Bible vers la littérature, mais est-ce que inversement, cela veut dire qu'une de vos ambitions littéraires serait que vos textes se rapprochent d'une littérature sacrée? Toute littérature est sacrée, si elle est belle. Je veux dire, si elle est belle, la poésie... Heureusement que vous avez ajouté cela, parce que sinon tout écrit n'est pas sacré, sinon plus rien ne l'est à ce moment-là. Mais je suis sûre que pour vous, les écrits que vous aimez sont un peu sacrés aussi, littéraires. Les écrits que moi j'aime sont sacrés, littéraires. Ce n'est pas que moi je veux faire ça, pas du tout. Mais je veux dire, j'ai ce sentiment d'une chose sacrée, de la plus chère. Et je me souviens qu'une fois, ça n'a peut-être rien à voir, mais il y a tout de même une ressemblance. On avait demandé à Borges, justement, dans une interview, s'il y avait un bombardement en France et que le pilote doit faire un choix sur la cathédrale de Notre-Dame et un livre de Verlaine. On lui a demandé. Et alors lui a dit, le livre de Verlaine ne courait aucun risque. Il a dit en disant, je préfère qu'on jette une bombe sur Notre-Dame et sauver la poésie. C'était un petit peu une histoire un peu étrange, mais lui, c'était pour dire que le livre de Verlaine était encore plus sacré pour lui que peut-être la cathédrale de Notre-Dame. Et par là, je peux vous dire que les livres, pour moi, ce que j'aime, et parfois il n'y en a pas tellement non plus, ont ce caractère. Et alors, comme je ressentais cette attirance pour la Bible, et qui n'était pas celle que la plupart, parce qu'il y a des spécialistes ou les théologiens, il y a des gens qui m'ont téléphoné, les spécialistes, et je leur ai dit, je ne suis pas une spécialiste. J'ai lu la Bible comme un livre dont j'étais tellement fascinée par l'étrangeté que j'ai voulu dire que c'est ça qui m'attire en littérature, et que ce livre peut-être est écrit par un immense écrivain, que peut-être il n'y aura jamais plus un écrivain comme celui-là, ou peut-être par plusieurs, mais ils étaient tous des écrivains tellement ils étaient étranges et tellement... Bon, voilà ce que j'ai voulu dire avec ce livre, et le ramener à la littérature, dire que la littérature est sacrée pour moi. Alors maintenant, donc, nous allons écouter un dernier texte de vous, plutôt plusieurs textes, des textes courts que vous avez choisis dans L'eau étrangère aux éditions José Corti. Il se fait un jeune jour et une ancienne nuit. Noir quand au milieu du soleil s'arrête l'aube. En soufflant à peine sur les mots froissés dans l'âtre. Je suis ce que le miroir emporte quand mes yeux se lèvent sur lui. Semblable au nuage qui cache l'astre.
termine Poète en pied. Mon invité était Sylvia Baron-Supervielle. Cette émission vous est proposée par Olivier Germain-Thomas. Elle est préparée avec la collaboration de Caroline Clérici, à la technique Patrick Marguerite, chargé de réalisation Nathalie Trianda-Filides. Nous nous sommes essentiellement appuyés sur 2 recueils de poésie de Sylvia Baron-Supervielle, Lecture du vent et L'eau étrangère, publiés l'un et l'autre aux éditions José Corti. Nous avons évoqué Nouvelle cantate, je renvoie aussi à L'or de l'incertitude, et nous avons parlé de La frontière, ce livre où il y a ce jeune homme de 13 ans qui danse. Mais pour avoir une bibliographie complète, vous pouvez nous écrire à Fort Intérieur, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 786 Paris CEDEX 16, ou bien alors par le Minitel à travers le 3615 et en faisant le code France Culture.